Mesdames et messieurs, bienvenue à En direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer sur des dossiers présents et les grandes orientations à venir à Ville de Laval. Monsieur le maire, merci de nous accueillir à nouveau, d'accueillir TV Laval dans votre bureau. Bienvenue chez vous, puis merci de nous donner l'occasion d'informer nos citoyens. Ça me fait plaisir. Le 27 mars dernier, enfin je pense même que c'est même le 26, on a annoncé que la loi 26 entrait en vigueur et je sais que vous attendiez avec impatience cette mise en vigueur de cette loi. D'abord, il faudrait peut-être l'expliquer ce que c'est que la loi 26. C'est une loi qui a pour objet de permettre au gouvernement municipal, provincial, qui a été volé dans le cadre de la corruption, de la collusion qui a eu lieu, de récupérer des sommes d'argent. Et cette loi-là, notre contentieux y a travaillé très, très fort et nous avons présenté un mémoire. Et la majorité de nos suggestions ont été retenues, notamment des suggestions qui vont nous permettre de saisir les fonds de pension des employés ou des élus qui auraient participé à de la corruption au détriment des citoyens d'une ville. D'ailleurs, vous avez excusez-moi de vous interrompre, vous avez aussi engagé une firme pour vérifier tout ça. Et effectivement, on a engagé une firme comptable, KPMG, qui fait l'analyse de tous les contrats qui ont été émis par Ville de Laval, payés, les sommes d'argent, les extras, et qui est capable d'établir une différence entre les contrats qui ont fait l'objet de corruption, de collusion, et ceux qui ne l'ont pas été. Et tout ça pourra être amené à la Cour devant un procès, une Cour supérieure du Québec, s'il y a lieu. On peut reculer jusqu'à 1996. Effectivement, le projet de loi permet de retourner 20 ans en arrière. Et ça nous permet aussi, une des suggestions, c'est que s'il y a des biens qui ont été transférés de nom pour éviter qu'ils soient saisis par quelqu'un qui serait coupable de collusion, ça va nous permettre de retourner 5 ans en arrière, d'annuler les transactions et de prendre possession des biens pour que les citoyens puissent récupérer la majorité des sommes d'argent disponibles qui auraient été volées. Comment fait-on justement pour déterminer que quelque chose a été fait malicieusement? Ça doit prendre un temps fou. Bien, écoutez, il y a eu les témoignages à la commission Charbonneau qui sont un bassin important où des gens l'ont admis, se sont impliqués eux-mêmes et ont impliqué d'autres personnes. Alors, ces témoignages-là sont des éléments de preuve. Il y a toutes les accusations qui ont été portées par l'UPAC, qui est un autre bassin d'information et d'éléments de preuve. Les enquêtes préliminaires ont débuté et on aura accès à ces éléments de preuve-là. Et il y a aussi les analyses internes que nous avons faites, l'analyse par la firme de jury comptable KPMG et les documents à l'interne que nous avons récupérés qui permettent d'établir qu'il y a eu de la collusion dans certains dossiers. Et par la suite, dès qu'une transaction, on établit que ça a fait l'objet de collusion, le gouvernement, la loi 26, établit à minimum 20% de préjudice. Alors, on a pu approuver le préjudice. 20% des sommes payées, on peut les réclamer. Ça veut juste dire quand même que c'est 20 cents dans la pièce. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est des sommes d'argent considérables qui sont en jeu pour les citoyens de Laval. Vous avez chiffré, d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que vous l'avez fait le mois dernier, en parlant de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est parce que là, vous avez une idée du portrait total, c'est ça? L'analyse n'est pas complète de nos jurys comptables, mais on parle en dizaines de millions de dollars et non pas en millions de dollars. Alors, c'est des sommes considérables et ces sommes-là appartiennent aux citoyens de Laval. L'enquête préliminaire de l'ex-maire de Laval a débuté cette semaine, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, aujourd'hui on est le 10 avril. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou ne pas dire sur ce procès-là? J'imagine que vous allez le suivre avec attention. Bien, écoutez, nous, on a assigné quelqu'un pour suivre le procès dans le but de recueillir le plus d'éléments de preuve possible pour récupérer les sommes d'argent. Maintenant, il y a une ordonnance de non-publication qui a été émise par la Cour. Alors, on ne peut pas relater aucun élément, absolument rien de ce qui se dit à l'occasion de la Cour. Sauf qu'on suit ça avec grande attention. On a un avocat d'assigné là, qui est un avocat de notre contentieux, donc il n'y a pas de frais supplémentaires, et qui prend note de tous les témoignages et de tout ce qui se dit. Écoutez, ça va être considérable. On parle quand même de 30 000 conversations enregistrées, de 150 témoins rencontrés, de 70 perquisitions effectuées. On espère que la preuve est solide, bien sûr, dans ce cas-là. Écoutez,
les policiers, avant de recommander des accusations, doivent être convaincus et habituellement s'assurent que la preuve est solide. Mais ce n'est pas les policiers qui accusent. Ceux qui accusent, c'est le substitut du procureur général. Donc, c'est des avocats qui, eux, n'ont eu aucun contact avec les témoins. Ils apprécient la preuve pour ce qu'elle est et ils décident s'il y a accusation ou non. Justement, parlons d'un mouvement que vous avez eu, c'est-à-dire que vous avez découvert qu'il y avait malversation ou une pratique un peu particulière qui était celle à l'époque où on demandait à des promoteurs immobiliers de déposer de l'argent pour des infrastructures, c'était ça? Effectivement. On s'est rendu compte qu'il y avait environ 4,8 millions dans les coffres de la ville et normalement, il y avait pas de justification, parce que pour qu'une ville puisse réclamer des sommes, elle doit s'exprimer par une recommandation, un règlement du conseil municipal ou du comité exécutif. Et il n'y avait aucune réglementation, aucune recommandation à cet effet-là. Donc, les sommes d'argent se retrouvaient là. On a fait 3 gestes. On a demandé à un vérificatrice générale de s'assurer, est-ce que c'est 4,8 millions, est-ce que c'est 5 millions, de faire le tour du jardin. Donc, de chiffrer. De chiffrer. Et de nous faire des recommandations pour éviter que ça se reproduise. On a demandé à notre bureau d'enquête, le BIEL, d'évaluer s'il y a lieu de faire une enquête sur des éléments criminels de cette pratique-là. Et on a demandé au ministère des Affaires municipales les sommes d'argent qu'on a dans nos coffres, comment est-ce qu'on peut en disposer? Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut les remettre au promoteur, qui lui a déjà chargé à ses clients. Et pour les appliquer, nous, pour qu'ils reviennent aux gens qui ont payé pour ces sommes d'argent-là, ça va nous prendre une entente spéciale avec le ministère des Affaires municipales. Justement, Monsieur le maire, vous avez parlé de BIEL. Qu'est-ce que c'est que le BIEL au juste? Parce qu'il y a la ligne BIEL maintenant. C'est ça. Le BIEL, c'est le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval qui a été créé avec notre service de police, notre contentieux et les gens de l'UPAC. Alors, ce qu'on veut, c'est que chaque information qui rentre à ce bureau-là, automatiquement est acheminée vers l'UPAC. Donc, on peut dénoncer des pratiques malicieuses ou Effectivement. frauduleuses? Alors, s'il y a eu des pratiques de nature criminelle, on peut les dénoncer là. S'il y a eu des pratiques qui sont contraires à l'éthique ou des abus d'autorité, on peut les dénoncer là. On a aussi établi une politique pour dénoncer et on a mis en place une ligne de dénonciation. Ce qu'on veut, c'est que les employés, les élus, réalisent que c'est leur devoir de dénoncer s'il y a une pratique illégale et régulière qui se fait à Ville-de-Laval, contrairement à la philosophie qui régnait auparavant. Donc maintenant, ils sont tenus de dénoncer. Ils ont même un outil pour le faire. Effectivement. Ils ont plus qu'un outil. C'est un outil additionnel, mais chaque citoyen qui constate une anomalie peut le dénoncer au service de police de son choix. Mais là, ils ont un outil additionnel. Est-ce que les plaintes restent anonymes? C'est le choix du citoyen de décider s'il désire rester anonyme ou s'il désire s'identifier, soit au policier qui reçoit la plainte ou s'identifier pour être disponible pour témoigner à la cause si jamais il y a une procédure. C'est le choix de la personne qui dénonce. Alors, le numéro de la ligne BIEL, c'est le 450-575-BIEL, donc qui est le 2435, donc 450-575-2435, ou sinon biel@laval.ca, où on peut justement dénoncer des pratiques frauduleuses. Vous avez demandé une parité avec Montréal, c'est-à-dire d'avoir les mêmes règles pour les contrats de 100 000 $ et plus. Ce qui arrive, c'est que nous n'avons pas ce privilège-là. Alors, on se voit des fois dans l'obligation d'octroyer des contrats parce que le plus bas soumissionnaire, la loi nous y contraint. Mais des fois, c'est des soumissionnaires qui font l'objet d'accusations à la Cour. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas refuser? On ne peut pas refuser. Alors, on dit, écoutez, là, si le contrat est plus de 100 000, on aimerait avoir le privilège de refuser. Vous avez embauché un nouveau PDG à Ville-de-Laval. Et c'est d'ailleurs l'ex-président directeur général du Palais des Congrès de Montréal. Quel sera le rôle de M. Marc Tremblay? Alors, M. Tremblay, évidemment, il a été PDG du Palais du Congrès à Montréal, mais il était aussi directeur général de Juste pour rire, jusqu'à ce que dernièrement. Alors, c'est quelqu'un qui bénéficie au niveau économique d'une expérience formidable. Alors, son rôle sera évidemment de promouvoir l'essor économique de Ville-de-Laval.
de faciliter l'implantation pour des industries, des commerces, des projets à Ville-de-Laval. Et il va s'assurer de prendre en charge ce qu'on appelait auparavant Laval Technopole, qui sera maintenant à l'interne de Ville-de-Laval. Donc, Laval Technopole n'existera plus? Éventuellement, ça n'existera plus. Vous vous rappelez, on avait fait faire une étude par M. Nadeau de l'IGOP, puis il nous avait suggéré de prendre ça à l'interne plutôt que ce soit une entité indépendante qu'on subventionne à 5 millions par année. Quand même. Alors, on va récupérer ça à l'interne et nous aurons une direction du développement économique à Laval qui aura le coffre d'outils au complet pour assurer le meilleur développement de Ville-de-Laval. Et vous prévoyez ça à partir de quand? Bien, il est engagé depuis le dernier conseil municipal, officiellement. Il devait régler certaines choses avant de quitter son employeur. Alors, le 24 avril, il sera en fonction en Ville-de-Laval. Restons dans les chiffres. Ville-de-Laval a vu l'ensemble, une augmentation de 26 des investissements. On parle d'1 793 711 $. Ça va vous faire du bien d'entendre ces nouvelles-là, des bonnes nouvelles. Effectivement, dès notre arrivée au pouvoir, on s'est dit, c'est beau couper, mais ça prend une stratégie pour stimuler. Alors, une des choses qu'on fait, c'est qu'on est très présent près de nos promoteurs, nos constructeurs, nos commerçants, la Chambre de commerce, Laval, Technopole, Tourisme Laval. Et d'ailleurs, toutes ces personnes-là, nos grands partenaires, s'impliquent aussi dans Repensons Laval, dans notre schéma d'aménagement. Et ça crée une synergie qui est un dynamisme à Ville-de-Laval. Ville-de-Laval est sur un élan qui va se poursuivre pour les 2-3 prochaines années et nous serons probablement une des villes avec le développement économique assez spectaculaire. Il y a des élus qui dénoncent un climat malsain à l'Hôtel de Ville. Il y a d'abord le chef de l'opposition officielle, M. Jean-Claude Gobé, et il y a même M. Pierre Antian qui dit qu'il n'a plus accès à ses locaux ici à l'Hôtel de Ville. Voulez-vous répondre à ça? Bon, écoutez, ce qu'on tente de créer à l'Hôtel de Ville, c'est un climat de collaboration, de confiance et je suis en désaccord tout à fait avec M. Gobé. Bon. Et au contraire, je vous dirais, ce que les gens ressentent sur le terrain, c'est que en général, ça va bien. En ce qui a trait de M. Antian, vous savez, il faisait partie de notre cabinet. Il a décidé de siéger comme indépendant. Alors, il n'a plus accès à notre cabinet. Alors, si vous changez de compagnie, d'employeur, il est normal que vous ayez plus accès au local de la personne qui vous embauchait auparavant. Alors, il a accès aux locaux comme l'ensemble des autres élus, comme M. Saint-Jean, comme M. Lecomte, comme M. Gobé et compagnie. Et M. Trottier. Et M. Trottier. M. Trottier, d'ailleurs, qui vous blâme d'une certaine façon en disant que seuls les élus du parti au pouvoir sont désignés pour prendre part à des sorties officielles au nom de la Ville. Vous répondez comment, ça? Bien, les sorties officielles au nom de la Ville, c'est habituellement des demandes qui sont adressées au maire pour être présent. Alors, je tente d'être présent le plus possible sur le terrain et je pense que les gens le constatent. Mais je ne peux pas être présent à toutes les occasions. Alors, mais vos opposants ne sont pas empêchés d'aller là où vous allez? Du tout. Et nous, on répond aux invitations, on ne s'impose pas. Alors, s'ils ne sont pas invités, ça ne me garde pas. Mais lorsque je ne peux pas être présent, je demande pour être représenté par quelqu'un qui, d'après moi, pourra bien me représenter. C'est sûr que je ne suis pas enclin à envoyer quelqu'un qui va me critiquer sa place publique. Alors, et eux disposent de budgets considérables. Au prorata, ils ont des plus gros budgets que nous. Ils ont plus de 600 000 $ de budget par année pour 2 élus. Nous, on a le double, mais on est quand même 17 élus et nous, on a à gérer la ville. Alors, il faut être présent un peu partout pour gérer la ville. Et le cabinet, j'ai besoin d'une équipe qui m'entoure pour gérer
toutes les demandes qui rentrent, toutes les demandes de subventions, de présence, et les gens qui nous envoient toutes sortes de problèmes, que ce soit des zones inondables, soit des problèmes particuliers. Alors, il faut gérer ça. Il y a M. Antia, d'ailleurs, qui, il pourrait vous poursuivre pour 10 000 a-t-il dit, vous a menacé. Tout ça parce que le service de financement ne veut pas lui rembourser 10 000 qu'il aurait dépensé à de la publicité, de la promotion sur 3 projets qu'il a mis de l'avant. Alors, la loi est très claire. Premièrement, moi, je n'ai pas vu du tout ces factures-là, puis aucun les a vues. La gestion et l'interprétation de la loi se fait au niveau de la trésorerie et du contentieux. Alors, et M. Antien a été formé à plusieurs occasions pour dire voici les dépenses qui sont admissibles et voici ce qui n'est pas admissible. Et les règles du jeu sont les mêmes pour tous les élus de Laval et je vous dirais tous les élus municipaux de la province. Il a présenté des factures dont j'ignore la teneur que le contentieux a dit c'était illégal de les rembourser. Alors, on demande juste à M. Antien de suivre la loi. Et s'il veut me poursuivre personnellement, je n'ai pas eu mon mot à dire là-dedans. Maintenant, il y a la commission de la gouvernance dans laquelle il y aura 5 élus qui vont y siéger. Au moment où on se parle, on est le 10 avril. Est-ce que vous avez choisi ceux qui siégeront à cette commission-là et à quoi va-t-elle servir? Alors, les gens sont déterminés, je vous dirais, officieusement, non officiellement. Prochaine assemblée, la semaine prochaine, ils seront connus officiellement. Il y aura 3 membres de l'administration actuelle, un membre de l'opposition, un indépendant. L'objectif, c'est de répondre à une suggestion que M. Nadeau nous avait faite. Les paramunicipales, tous les organismes que la Ville subventionne à grands frais, devront venir répondre de leur mission. Est-ce qu'ils remplissent bien leur mission, de leur façon de gérer l'argent, et est-ce qu'effectivement, ils ont une administration qui est conforme aux normes d'éthique qu'on s'est données. Alors, et ça sera en plus des vérifications comptables qui sont faites par notre service de vérification. Un peu en rafale, il y a le président du syndicat des chauffeurs de la STL qui a été suspendu. C'est un organisme paramunicipal que vous soutenez. Pouvez-vous commenter la chose? Qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète? Bien, je vous dirais que, bon, je ne veux pas commenter le cas précis, là. Ça demeure de l'administration qui relève de la STL, mais ma perception, c'est qu'à l'interne du syndicat, il y a des divergences d'opinion importantes qui regardent plutôt l'administration syndicale et la Ville n'a pas à se mêler de ça, à moins qu'il y ait des gestes, qu'il y ait des conséquences sur nos citoyens qui soient posées. Justement, est-ce que ça pourrait toucher les citoyens au niveau des services? À l'heure actuelle, on n'a pas de raison de croire que les services pourraient être atteints. Bon, restons dans le domaine routier. Le projet de parachèvement d'autoroute 19 que vous appuyez, il y a le dépôt donc du BAP qui a été déposé au mois de mars dernier. Je pense que vous êtes plus pour une autoroute qu'un boulevard urbain. Effectivement. Mais ce qui est particulier, c'est le premier projet autoroutier dans lequel, dans le concept même, on veut qu'il y ait une voie dédiée aux autobus pour le transport en commun. Et c'est un concept qu'on a insisté pour que tous nos critères au niveau de l'environnement soient respectés et on aimerait qu'il puisse y avoir une petite lame, mais du côté ouest, contrairement au plan. Et c'est pour aider à la fluidité du transport en général et permettre aux citoyens de cette région-là de bénéficier d'un service de transport en commun qui sera rapide, qui sera alléchant et qui vont pouvoir se rendre rapidement de la Couronne Nord jusqu'au métro de Laval et accès à toute la grande région métropolitaine. Il faut que je vous parle de votre tenue vestimentaire. Il va falloir faire bien attention. Maintenant, vous allez avoir les web-diffusions. À partir du 5 mai, c'est une arme à 2 tranchants, une web-diffusion, vous savez ça. Hein? Oui, mais je prends note que je ne tenais pas compte de ma tenue vestimentaire auparavant, selon vous, mais... c'est bien, là, c'est parfait. Là, je ne suis pas en train de vous critiquer, M. le maire. Non. Mais écoutez, c'est un arme à 2 tranchants. Par contre, j'espère qu'on ne fera pas Infoman trop souvent. Oui, c'est ça. Par contre, je crois que les citoyens ont le droit à l'information. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer les premiers mardis du mois pour assister à la réunion. Et c'est pas tout le monde, parce que les réunions finissent
finissent quand même assez tard, 23h, 23h30 et des fois plus très, tard. très long en plus. Ouais. Alors, les gens pourront avoir accès à l'information et dans le confort de leur maison, et soit en direct ou soit en différé. Et lorsque tu n'as rien à cacher, bon, tu disposes toi à deux tranchants. Là, je vais vous faire sourire. Il y a la révision des zones inondables qui a été acceptée. Ça a un impact positif sur quelques 700 résidents de Laval. Je sais que vous attendiez cette décision-là avec impatience. Écoutez, c'est un dossier qui dure depuis plus d'1 an, qui nous a coûté plus d'1 million, qui est la conséquence d'un décret du gouvernement du Québec dans lequel on croyait que plusieurs de nos citoyens étaient injustement traités. Mais ça ne concerne pas que les citoyens de Laval. Tous les citoyens près de la rivière des Mille-Îles, de la Couronne-Nord et certains de Montréal vont bénéficier du travail qui a été fait à Laval. Alors, ça prend 700 propriétés qui étaient zonées 0-20 ans et ça les transfère dans le 20-100 ans, ce qui se traduit par des frais d'assurance moindres, des possibilités d'aménagement accessibles, des agrandissements, puis toutes sortes de choses comme ça. Plus-value sur la valeur des maisons aussi. Effectivement. Alors, c'est important et je suis très fier dans ce dossier-là. Je vous amène au jour et à la Semaine de la Terre. Il y a un bel événement qui s'en vient. Effectivement, la Semaine de la Terre, c'est un organisme en collaboration avec la Fondation David Suzuki qui prêche pour l'environnement, pour la plantation d'arbres. Alors, on s'est engagé à planter 10 000 arbres. Et parce qu'on s'est engagé à planter 10 000 arbres, et ce sera au centre de la nature, on va créer de toutes pièces une forêt urbaine, aménagée pour que tout le monde puisse en profiter avec des sentiers et tout ce qu'il faut. Les Cowboys fringants, Dumas et Alec Netsky ont accepté de donner un spectacle le 26 avril tout à fait gratuitement au Centre de la Nature pour le plus grand bénéfice des Lavallois et des gens qui veulent venir nous voir de la Couronne-Nord ou de Montréal. Alors, 26 avril, et c'est Alex Nevsky, juste parce que si jamais vous le rencontrez... Là, effectivement, j'ai bafoué, je m'en excuse. Monsieur le maire, on termine avec cette vidéo qui parle justement des 50 ans dans lesquels nous sommes pour Ville de Laval. Effectivement, et c'est important, c'est pour nous une façon de ramener un climat de confiance, la fierté et de permettre aux Lavallois de reprendre en main leur destin et de travailler pour l'avenir de Laval. On se retrouve le mois prochain, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Voici donc cette vidéo. Le 6 août 1965, Laval voit le jour, conséquence de la fusion des 14 municipalités existantes sur l'île Jésus. Et dès lors, Laval se positionne comme une ville tournée vers l'avenir. En 2015, on va redécouvrir Laval. On va parler de la richesse de ses créateurs et de l'inventivité de ses bâtisseurs. On va se raconter l'autre histoire, on va se raconter notre histoire. Le lancement officiel a eu lieu le 25 novembre 2014 avec la communauté d'affaires lavalloise. On a commencé 2015 avec un grand spectacle. Les Pornflakes, Alex Nevsky, DJ Champion, Radio et bien d'autres. Plus un super feu d'artifice à minuit. La foule et l'ambiance étaient au rendez-vous. Quel départ! Dans mon jeune temps, on n'avait pas d'activité comme ça extérieure. Il fallait s'arranger. Là, ici, aujourd'hui, c'est incroyable. Là. Puis c'est le premier de 4 week-ends. Puis il y a de la pêche sur glace, il y a du curling, il y a de la glissade, du patinage. C'est incroyable les activités qu'il y a. Il y a du traîneau à chien. Effectivement, Laval a réussi son mandat parce que les parents ont autant de plaisir que les enfants. Voici ce qui reste à venir tout au long de l'année. De quoi vous en mettre plein la vue. On va s'en mettre plein les oreilles et prendre le temps d'écouter. Alors, on se donne rendez-vous dans nos parcs et sur nos berges. On va bouger, on va pédaler, on va courir. Et en profiter pour visiter les plus beaux coins de l'île Jésus. Dès le 24 juin, place au spectacle Insula, événement phare des célébrations du 50e anniversaire. Techniquement, le spectacle d'Insula est assez unique en son genre parce que c'est un spectacle qui utilise l'eau comme médium principal. On parle de 2 grands écrans d'eau, en fait, qui donnent pratiquement une impression d'hologramme dans l'espace. On parle de chorégraphie d'eau, de gestes spectaculaires qui montent à 80 pieds de haut. Insula se réfère à la racine latine du mot « île »,
Et d'une certaine façon, ce qu'on a tenté de faire, c'est de retourner justement aux racines de l'île de Laval, puis d'en faire une espèce d'expérience artistique. On navigue dans des souvenirs, on se promène d'une époque à l'autre. Il y a plus de 20 tonnes d'eau qui vont sauter dans les airs, donc par la base de jets, d'écrans d'eau, d'effets, d'éventails. Je vous donne juste un exemple d'apparition au niveau des éléments graphiques qui vont se faire de façon très animée, évidemment. Ce que j'aimerais, c'est que les gens quittent avec deux émotions. Une première qui est un sentiment de fierté parce qu'ils ont vu un spectacle inspiré de leur ville. Et une seconde émotion qui, elle, mais mon Dieu, que c'était spectaculaire. Il faut savoir que 200 pieds de base d'écran d'eau par 33 pieds actuellement, donc ça n'a jamais été fait encore en bassin en Amérique du Nord. Insula va être un spectacle qui va être unique en son genre. Parfait pour la famille, petits, grands, grands-parents. Tout le monde, à un certain point, un moment dans ce spectacle-là va être ébloui. À ne pas manquer, Insula, avec 24 représentations gratuites durant tout l'été. On va découvrir 42 projets citoyens qui démontrent l'enthousiasme et le dynamisme de la collectivité lavalloise. On va célébrer nos valeurs familiales lors de la fête de la famille en septembre. On va aussi se souvenir tous ensemble des grandes et petites histoires qui ont façonné notre identité et notre fierté. Au fond, en 2015, on célèbre la réalisation d'une vision, d'un projet audacieux qui visait à assurer le développement harmonieux du territoire de l'île Jésus à une période charnière de son histoire. À voir tout chemin parcouru, l'avenir s'annonce prometteur à Laval.